One of the points I make in the book, of course, is that the American public, in terms of comparative public opinion surveys looking at a whole variety of countries, are among the most patriotic people in the world. But in recent years, we have seen some segments of American elites become what I say denationalized. Tout en se mêlant à d'autres peuples, les immigrés se rapprochent du leur. Voilà le constat paradoxal que fait Samuel Huntington dans Qui sommes-nous ? Selon lui, actuellement, l'immigration a tendance à encourager les immigrés à un retour aux sources. Or, leur peu d'attachement au pays d'accueil pose des problèmes concernant la cohésion nationale. Voilà pourquoi il nous faut étudier ce texte d'Huntington auquel Éric Zemmour a sans cesse recours. Alors un mot sur l'auteur, Samuel Huntington fut un professeur en sciences politiques à Harvard. Il joue un rôle d'expert au sein du Conseil national de sécurité sous l'administration Carter. Et enfin et surtout, il publia en 1996 Le choc des civilisations. Dans cet essai, il soutient que la lutte entre les idéologies, par exemple entre bloc capitaliste et bloc communiste, cette lutte donc entre idéologies va céder la place à des oppositions de civilisation. Il affine cette théorie dans Qui sommes-nous, où il va essayer d'étudier les lignes de force qui viennent travailler et déconstruire l'identité d'une nation. Il prend évidemment comme exemple son propre pays, les États-Unis d'Amérique. Il commence par définir ce qu'est l'identité américaine en s'attaquant à un dogme, puisqu'il va contredire l'idée que les États-Unis sont avant tout un pays d'immigration. Pour lui, c'est avant tout un pays de colons. Je le cite. « Pour que les immigrants puissent venir en Amérique, il a d'abord fallu que les colons la fondent. » Il établit donc une hiérarchie très claire entre d'un côté les colons qui ont fondé les États-Unis et d'autre part les immigrés qui ont apporté leur contribution à un projet déjà existant. Donc, première remarque, choc. Deuxième chose, Huntington va essayer de comprendre ce qu'est le socle commun de valeurs qui va permettre que les immigrés s'agrègent au peuple WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Alors, parmi ces valeurs, il y a le patriotisme fédéraliste, il y a la religion, l'individualisme, la morale du travail, et j'en passe. Or, Huntington admet que ce corpus n'est pas partagé avec le même attachement par les différents types d'immigrés. Ceci nous amène donc à faire une très rapide histoire de l'immigration américaine. Donc jusqu'à la fin du XIXe siècle, la population est majoritairement anglo-américaine. Puis, au cours du siècle, elle se modifie avec l'afflux de populations venues d'Irlande et d'Allemagne, donc en provenance de pays où il va y avoir beaucoup d'immigrés catholiques. Dans le cas de l'Allemagne, ce sont des catholiques allemands qui immigrent. Puis il y a des immigrés d'Europe de l'Est et du Sud. Et le tournant s'opère en 1965 avec l'Immigration and Nationality Act. Le pays devient plus permissif en ouvrant davantage ses portes à l'immigration et plus spécifiquement à l'immigration extra-européenne. Pour en prendre la mesure, en 1960, les 5 origines nationales sont les suivantes. Italie, Allemagne, Canada, Royaume-Uni, Pologne. En 2000, nous ne retrouvons plus aucun État européen parmi les pays d'immigration, qui sont devenus le Mexique, la Chine, les Philippines, l'Inde, Cuba. Ce changement aura des conséquences dans la réception et dans la transmission du socle de valeurs américaines. Huntington recense alors les facteurs de dissolution de l'identité américaine. Il y a d'abord la fin de la guerre froide. La perte d'un ennemi commun va permettre de moins souder les gens entre eux. Les théories du multiculturalisme et de la diversité. Les vagues conséquentes d'immigration. Le bilinguisme. La double nationalité. Et enfin, la loi de Hansen. Alors, Hansen est un grand spécialiste, grand historien et grand spécialiste de l'immigration américaine. Il a constaté l'évolution suivante. L'identité culturelle de la seconde génération d'immigrés, les enfants, est moins prégnante que celle de leurs parents immigrés. Par contre, elle se renforce avec les petits-enfants. Huntington reconnaît que ce phénomène est particulièrement frappant avec l'immigration d'Amérique centrale et du Sud, alors même que nombre de territoires états-uniens sont en voie d'hispanisation. Alors, je vais essayer d'être le moins aride possible, il va falloir que je fournisse des chiffres sourcés par Huntington pour établir ce phénomène d'hispanisation. Alors en 2002, 71,9% des élèves de la circonscription de Los Angeles sont d'origine hispanique. Entre 1990 et 2000, 449% d'augmentation de l'immigration hispanique en Caroline du Nord.
En 2 ans, de 2000 à 2002, il y a une augmentation de la population hispanique de 38 millions d'individus, ce qui représentait la moitié de la croissance démographique américaine. Je me permets de faire ici un rapprochement des plus explicites avec notre propre situation en France. L'INSEE, dans un rapport très récent, d'avril 2021, a établi que 44% de la croissance démographique française provient de l'immigration. Même cause, mêmes effets. Je reviens à la situation américaine. En 2003, une étude du New York Times révèle que 23% des immigrés hispaniques ont obtenu la nationalité américaine, contre 69% pour les autres. Les hispaniques sont donc les plus nombreux à immigrer, les moins nombreux à s'intégrer. Autre processus décrit par Huntington, le passage de l'abolition de la ségrégation à la promotion des discriminations positives. Donc, dans les années 50-60, les partisans des droits civiques revendiquaient une stricte égalité entre blancs et noirs. Désormais, avec leurs successeurs, le différentialisme est de rigueur. En somme, on va donc rétablir les discriminations pour lutter contre elles. Mais cette fois-ci, elle s'appelle discrimination positive, ce qui change évidemment tout. Les promoteurs de ce système se concentrent sur plusieurs points. Tout d'abord, le bilinguisme. Au nom du refus de discriminer quiconque en raison de ses origines nationales, les États mettent en place des politiques d'éducation bilingue, ce qui freine fatalement l'intégration et l'assimilation des immigrés. Alors comme en France, les élites donnent le mauvais exemple, puisqu'elles déconsidèrent d'elles-mêmes la nécessité de l'intégration. Huntington fait une très rapide chronologie de ce délitement. They're shifting their identities and loyalties away from this country, becoming cosmopolitan, transnational, defining themselves very explicitly as citizens of the world who just happen to have an American passport. This again is a result of this whole process of globalization. Alors je vais citer tout d'abord Roosevelt. Roosevelt, en 1917, proclame ceci. Nous ne devons avoir qu'un seul drapeau. De même, nous ne devons avoir qu'une seule langue. Cette langue est celle de la déclaration d'indépendance, du discours d'adieu de Washington. En 2000, Clinton a souhaité être le dernier président à ne pas savoir parler l'espagnol. Et en 2002, 2 candidats démocrates briguaient le poste de gouverneur du Texas. Ils étaient tous deux d'origine hispanique. Ils ont tous deux fait le débat uniquement en espagnol. Et l'autre exemple, c'est la binationalité. Huntington nous explique très bien que si on peut très bien avoir les mêmes avantages en étant ou pas citoyen, et bien évidemment, cette égalité démonétise complètement la valeur d'une citoyenneté, de papier d'identité, un véritable sentiment d'appartenance à la nation. L'intégration risque même de se faire en sens inverse, c'est-à-dire que les populations autochtones risquent de s'adapter aux populations qui sont peut-être plus nombreuses et sûrement qui ont un plus grand attachement à leurs valeurs culturelles. I am in favor of immigration, but it has to be immigration with assimilation. Si l'on voulait se faire l'avocat du diable, on pourrait rétorquer à Huntington, et alors? D'accord, les États-Unis vont changer de culture dominante, le catholicisme, religion des immigrés, va prendre la place du protestantisme, et les WASP se mettront à l'espagnol. Et après? Est-ce que c'est vraiment si grave de changer de civilisation? Oui, répond Huntington. Oui, parce que les États-Unis risquent de connaître une sécession. Pour justifier cette inquiétude liée à l'immigration, l'essayiste reprend l'histoire là où elle a commencé, c'est-à-dire dans les territoires du sud des États-Unis d'Amérique. Or, au début du XIXe siècle, le Mexique fait tout pour empêcher l'immigration anglo-américaine. Ces territoires sont très peu peuplés et le peuplement WASP l'emporte. Fort de ces implantations, Washington revendique ces territoires. Comme on le voit, l'histoire n'est qu'un éternel recommencement. C'est pourquoi on pourrait très bien s'imaginer, dans un avenir plus ou moins proche, et pas trop délirant, un Mexique revanchard, conquérant, exigeant la restitution des anciens territoires perdus, majoritairement maintenant peuplés d'hispaniques. Alors, et nous en France? Eh bien justement, ne sommes-nous pas nous-mêmes menacés de partition? Pour ne pas citer un certain président qui, le sachant, n'a rien fait. Lui, bien sûr, ceux avant lui, et hélas, ceux après. Les processus sont pourtant identiques. D'une part, une hausse vertigineuse de l'immigration, et d'une immigration, par définition, étrangère aux valeurs européennes, puisque extra-européennes. Et d'autre part, un refus des élites occidentales d'assimiler ces populations. La mise en garde de Gérard Collomb
semble se muer en prédiction. Je vous rappelle ces termes. Aujourd'hui, nous vivons côte à côte. Je crains que demain, nous ne vivions face à face.